Je m'appelle Marguerite, j'ai 23 ans et je suis morte seule dans ma cuisine il y a 14 mois. Du moins, c'est ce que les médecins m'ont dit qu'il aurait dû se passer. La veuve noire, comme ils l'appellent. 92% d'obstruction dans l'artère qui tue la plupart des gens avant même qu'ils puissent atteindre un téléphone. Mais je suis encore là. Pas parce que je suis spéciale, pas parce que j'ai eu de la chance, mais à cause de choses que j'ai apprises, surtout par accident, surtout trop tard, qui se sont additionnées pour être juste suffisantes. Je veux vous raconter ce qui s'est passé ce mardi-là. Pas les parties médicales, les parties humaines, les choses dont personne ne vous prévient quand vous êtes assise seule dans une maison devenue silencieuse et que votre corps commence à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. La matinée a commencé comme la plupart de mes matinées maintenant, lentement. Du café qui prend trop de temps à faire parce que j'oublie toujours d'acheter les filtres, alors j'utilise le même 2 fois, parfois 3. Richard aurait eu quelque chose à dire là-dessus. Il avait toujours quelque chose à dire, mais Richard est parti depuis 6 ans maintenant. La maison ne me corrige plus. Je ne me sentais pas bien depuis environ 1 semaine avant que ça arrive. Pas malade exactement, juste fatiguée d'une façon que le sommeil ne réparait pas. Je me réveillais à 3 heures du matin avec ma chemise de nuit humide contre mon dos, pensant que j'avais laissé une fenêtre ouverte. Ce n'était pas le cas. Je me disais que c'était la chaleur, août dans le centre de la France. On apprend à tout mettre sur le compte de la météo. Ce mardi-là, j'étais debout devant l'évier de la cuisine, rinçant ma tasse de café, la bleue avec l'ébréchure sur l'anse que je compte jeter depuis longtemps, quand je l'ai sentie. Pas de la douleur. C'est ce que je veux que vous compreniez. Ce n'était pas de la douleur. C'était plutôt comme si quelqu'un avait posé un sac de sable sur mes épaules. Une lourdeur qui n'avait pas sa place là. Et mes bras se sentaient bizarres, faibles. Comme si j'avais porté des courses pendant des heures, sauf que je n'avais rien porté de plus lourd que cette tasse de café. J'ai posé la tasse. J'ai regardé mes mains. Elles semblaient bien. Des mains normales. Des mains de 83 ans avec trop de taches et pas assez de force, mais normales. J'ai pensé, je suis juste fatiguée. Je n'ai pas bien dormi. Je vais m'asseoir 1 minute. Cette minute a failli me tuer. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être vieille et seule. On s'habitue à se sentir bizarre. Votre corps fait des choses qu'il n'a jamais faites avant. Des douleurs apparaissent de nulle part. Des bruits se produisent dans votre poitrine que vous apprenez à ignorer. On s'ajuste, on s'accommode. On se dit que c'est juste ce que ça fait de vieillir jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire la différence entre la dégradation normale et quelque chose qui essaie de vous tuer. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'avais nourri 5 enfants, signé des autorisations de sortie, écrit des mots de remerciement que je ne pensais pas, et j'ai attendu que la lourdeur passe. Elle n'est pas passée. À la place, quelque chose de nouveau est arrivé. Une sorte de pression derrière mon sternum, pas aiguë, plutôt comme quelqu'un qui appuyait un poing contre moi de l'intérieur, lentement, régulièrement. Et avec ça est venue une vague de nausées si soudaine que j'ai agrippé le bord de la table et pensé « Est-ce que j'ai mangé quelque chose de mauvais ?» L'esprit fait ça. Il cherche des explications qui ont du sens. Une intoxication alimentaire, une indigestion. Le poulet de dimanche dernier que j'aurais probablement dû jeter. Je suis restée assise là 4 minutes de plus à me dire que c'était le poulet. 4 minutes. Savez-vous combien de muscles cardiaques meurent en 4 minutes? Je veux vous parler de ma mère. C'était en 1953, peut-être 1954. J'avais 11 ans. Je m'en souviens parce que je venais d'avoir ma première paire de chaussures avec un petit talon et je me croyais pratiquement adulte. C'était en fin d'après-midi et ma mère était debout devant la cuisinière. Elle était toujours debout devant la cuisinière quand elle est soudainement devenue très immobile. Pas le genre d'immobilité quand on réfléchit. Le genre d'immobilité quand quelque chose ne va pas. Elle a mis une main sur le comptoir, n'a rien dit, n'a fait aucun bruit.
Je l'ai regardée depuis le pas de la porte, sans comprendre. Après un moment, elle a pris une respiration, lissé son tablier et s'est remise à remuer ce qu'il y avait dans cette casserole. « Maman, ai-je dit. « Je vais bien, a-t-elle dit. « Mettre la table. » Alors j'ai mis la table. 3 jours plus tard, elle s'est effondrée dans le jardin. Mon père l'a trouvée parmi les tomates, déjà parties. Le médecin a dit que c'était son cœur, a dit qu'elle avait probablement eu de petites crises pendant des semaines, a dit qu'elle aurait dû le dire à quelqu'un. Mais ma mère était une femme qui endurait, qui ne faisait pas de bruit, qui mettait la table même quand son cœur lâchait parce que c'est ce qu'on faisait. C'est ce qu'on faisait toutes. J'ai appris quelque chose en la regardant que j'ai porté pendant 60 ans. La douleur est privée. Les symptômes sont une faiblesse. On gère soi-même ou on ne gère pas du tout. Cette leçon a failli me tuer aussi. À la 5e minute, toujours assise à cette table de cuisine, j'ai commencé à transpirer. Pas le genre de transpiration qu'on a à cause de la chaleur. C'était froid. Oui, le genre qui fait que votre peau semble appartenir à quelqu'un d'autre. Et quelque part, au fond de mon esprit, une petite voix a dit « ce n'est pas le poulet ». Mais une autre voix, plus forte, plus familière, a dit « ne fais pas ta drama queen, tu vas bien depuis 83 ans. Quelles sont les chances? Je veux que vous compreniez quelque chose sur cette deuxième voix. Elle n'était pas courageuse, elle n'était pas dure, elle était terrifiée. Parce que l'alternative, admettre que quelque chose de grave n'allait pas, voulait dire admettre que j'étais seule dans une maison sans personne pour m'aider et que mon corps avait finalement décidé de lâcher d'une façon que je ne pouvais pas gérer toute seule. Admettre ça voulait dire tout admettre. Alors je suis restée assise et j'ai transpiré. Et je me suis dit que j'exagérais. À la 7e minute, ma mâchoire a commencé à faire mal. Maintenant, j'avais entendu parler des crises cardiaques. Bien sûr que oui. 83 ans, 5 enfants, un mari qui a passé ces 2 dernières années à faire des allers-retours chez le cardiologue. J'avais lu les brochures, j'avais vu les affiches dans les salles d'attente, mais elles montraient toute la même chose. Un homme agrippant sa poitrine, le visage tordu d'agonie, un effondrement dramatique. Ce n'était pas ce qui m'arrivait. Ce qui m'arrivait était subtil. Sournois. Ça ressemblait plus à une grippe qu'à une crise. Et parce que ça ne correspondait pas à l'image dans ma tête, je continuais à l'ignorer. Ma mâchoire faisait mal comme si j'avais serré les dents en dormant. Mes épaules semblaient avoir porté quelque chose de trop lourd. J'avais la nausée et j'étais épuisée et couverte de sueur froide. À aucun moment je n'ai agrippé ma poitrine. À aucun moment je ne me suis effondrée dramatiquement. Je suis juste restée assise là, mourant lentement, pensant que j'allais bien. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a finalement percé? Je vais vous le dire. J'ai pensé à Emma, la fille de Sarah. 8 ans, des cheveux blonds qu'elle repousse toujours de son visage. Elle passe la plupart des après-midi après l'école et on s'assoit sur le perron pendant qu'elle me raconte sa journée. Parfois elle fait des dessins. Parfois on regarde juste les oiseaux. J'ai pensé, si je meurs ici, c'est elle qui me trouvera. Pas Sarah. Emma, parce qu'Emma court toujours en avant. Emma passe toujours la porte en premier, appelant Madame Marguerite, avant même que sa mère ait garé la voiture. J'ai pensé à elle entrant dans cette cuisine, me voyant effondrée à cette table, la tasse de café bleu encore dans l'évier. Et quelque chose en moi, quelque chose de plus profond que le déni, plus profond que la fierté, a dit non. Pas comme ça, pas pour elle. J'ai tendu la main vers le téléphone. Le téléphone était sur le comptoir, peut-être 2 mètres et demi. 2 mètres et demi n'avaient jamais semblé si loin. Je me suis levée de la table et la pièce a tangué. Pas tourné, exactement. Juste incertaine. Comme si le sol n'était pas tout à fait là où il devrait être. J'ai fait 2 pas avant de devoir attraper le dossier d'une chaise. La pression dans ma poitrine était devenue plus lourde. Mes bras semblaient remplis de sable mouillé. 3 pas de plus. Main sur le comptoir. Le téléphone était juste là, en plastique couleur crème, le même téléphone que j'avais depuis 15 ans parce que je n'avais jamais vu de raison d'en changer.
Richard plaisantait toujours en disant que j'utiliserais encore un téléphone à cadran s'ils en fabriquaient encore. Je l'ai décroché. Composé. 3 chiffres. Une voix de femme a répondu. Calme, professionnel. 15. Quelle est votre urgence? Et j'ai dit les mots qui m'ont sauvé la vie. J'ai 83 ans et je crois que je fais une crise cardiaque. Ah. Voici ce que j'ai appris. Ces mots comptent. Pas « je ne me sens pas bien ». J'aurais peut-être besoin d'aide. J'exagère probablement, mais je crois que je fais une crise cardiaque. La voix de la régulatrice a changé immédiatement. Les questions sont venues vite. Étais-je seule? Oui. Pouvais-je déverrouiller ma porte? Je ne savais pas. Quels étaient mes symptômes? Je lui ai dit. La lourdeur, la douleur à la mâchoire, la transpiration, la nausée. Elle a dit « Madame, j'ai besoin que vous restiez en ligne avec moi. Les secours arrivent. Pouvez-vous aller jusqu'à votre porte d'entrée ?» J'ai dit que j'essaierais. La marche jusqu'à la porte d'entrée faisait peut-être 10 mètres. Je l'ai faite en ce qui semblait 1 heure. Chaque pas était une négociation. Mon corps voulait s'arrêter, s'asseoir, se reposer. Mais la voix de cette femme était dans mon oreille, régulière, patiente, me disant que je me débrouillais bien, que les secours arrivaient bientôt, que j'avais juste besoin de déverrouiller la porte. J'ai déverrouillé la porte. J'ai réussi à atteindre le canapé du salon. Je me suis assise, ou peut-être que je suis tombée. Je ne suis plus sûre. Et j'ai attendu. On vous dit d'appeler le 15. Tout le monde sait ça. C'est le conseil le plus basique du monde. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est à quel point c'est difficile de passer cet appel quand vous avez 83 ans et que vous êtes seul et que vous avez passé toute votre vie à ne pas vouloir être un fardeau. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est comment votre esprit vous combat. Comment il vous offre sans raison d'attendre, de voir, de lui donner encore 1 minute. Ma mère a attendu. Elle a remué sa casserole et mis la table et est morte dans son jardin 3 jours plus tard. J'ai failli attendre aussi. La différence entre nous n'était pas le courage. Ce n'était pas la sagesse. C'était une petite fille aux cheveux blonds que je ne voulais pas qu'elle me trouve morte. Parfois, la chose qui vous sauve n'a rien à voir avec vous du tout. Les secours sont arrivés en 11 minutes. 11 minutes. C'est ce qu'ils m'ont dit après. Sur le moment, ça semblait être des secondes et des heures simultanément. Le temps fait des choses étranges quand votre cœur lâche. 2 d'entre eux sont entrés par la porte que j'avais réussi à déverrouiller. Un homme et une femme, tous 2 plus jeunes que mes enfants, portant des sacs qui semblaient contenir tout. La femme s'est agenouillée à côté de moi. « Madame, pouvez-vous me dire ce que vous ressentez ?» J'ai essayé de décrire la lourdeur, la mâchoire. Mais les mots devenaient plus difficiles. Mes pensées semblaient épaisses, comme si j'essayais de me déplacer dans de la boue. Elle a regardé son collègue. Quelque chose est passé entre eux. Un regard qui en disait plus que n'importe quel mot. Puis elle m'a posé une question que je n'attendais pas. « Avez-vous pris de l'aspirine ?» Avez-vous pris de l'aspirine? Une question si simple. 4 mots. Et je me souviens avoir pensé, même à travers le brouillard qui s'installait sur mon esprit, aspirine. Bien sûr. Je sais ça. Richard prenait de l'aspirine chaque matin pendant des années. Mais j'ai secoué la tête, non. La secouriste, la femme dont j'ai appris plus tard qu'elle s'appelait Daniela, cherchait déjà dans son sac. Ce n'est pas grave. On va vous en donner maintenant. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai besoin que vous la mâchiez, pas que vous l'avaliez. Vous pouvez faire ça? Elle a pressé un petit comprimé blanc dans ma paume, puis un autre, puis 2 de plus. 4 comprimés. Je les ai regardés, confuses. Mâchez-les, a-t-elle dit encore. Je sais que ça a mauvais goût, mais mâchez-les bien avant d'avaler. Je les ai mis dans ma bouche et j'ai mordu. Elle avait raison. C'était terrible, crayeux et amer, comme les médicaments ne sont plus censés avoir goût. On s'est tellement habitué aux enrobages et aux arômes et aux choses qui passent facilement. Ce n'était pas ça. C'était le goût brut, honnête d'un médicament qui sauve des vies depuis avant ma naissance. J'ai mâché.
J'ai grimacé. J'ai avalé. Bien, a dit Daniela. On sait bien. Vous avez bien fait. Et j'ai pensé, pourquoi n'ai-je pas fait ça avant d'appeler? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Plus tard, à l'hôpital, un cardiologue me l'a expliqué. L'aspirine fonctionne en fluidifiant le sang. Pendant une crise cardiaque, il y a généralement un caillot qui bloque l'artère. L'aspirine ne peut pas dissoudre ce caillot, mais elle peut l'empêcher de grossir. Elle fait gagner du temps, des minutes. Parfois des minutes qui font la différence entre vivre et mourir, entre sortir de l'hôpital en marchant et être emmené à la morgue. Mais voici ce qu'il a dit qui m'est resté, le fait de mâcher compte. Quand vous avalez une aspirine entière, il faut environ 30 minutes pour qu'elle commence à agir. Quand vous la mâchez d'abord, elle commence à agir en 5. 5 minutes contre 30. J'avais déjà perdu 7 minutes à me dire que c'était le poulet. Si j'avais su mâcher une aspirine au moment où j'avais senti cette première lourdeur dans mes épaules, si j'en avais gardé une dans ma poche, dans mon sac, sur ma table de nuit, ces 7 minutes n'auraient pas autant compté. Mais je ne savais pas. Et j'ai failli payer cette ignorance de ma vie. Je veux vous parler de Richard maintenant. Mon mari, marié 46 ans, ce n'était pas un homme dramatique. Calme, stable, le genre de personne qui réparait les choses sans l'annoncer, qui payait les factures le jour où elles arrivaient, qui montrait son amour par la présence plutôt que par les mots. Quand son cœur a commencé à lâcher, il est devenu un étudiant de la survie. Il lisait des brochures, il posait des questions aux médecins, il gardait de l'aspirine dans la poche de sa chemise, sa voiture, le tiroir de sa table de nuit. Au cas où, disait-il. Je le taquinais à ce sujet. Tu ne vas pas avoir une crise cardiaque dans la voiture, Richard. Tu n'en sais rien, disait-il. Personne n'en sait rien. Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Mais je n'écoutais pas. Je pensais qu'il était anxieux, obsessionnel. Je pensais que toutes ces brochures étaient juste sa façon de se sentir en contrôle quand son corps lui échappait. Après sa mort, j'ai trouvé de l'aspirine partout, dans les poches de manteau, dans la boîte à gants, dans une petite boîte sur son établi dans le garage. Je les ai toutes jetées. Je pensais faire du rangement, passer à autre chose. Elle est pratique. Ce que je faisais vraiment, c'était jeter les choses qui auraient pu me sauver la vie 6 ans plus tard. Dans l'ambulance, ils m'ont fait m'allonger sur le brancard. Pas à plat, légèrement relevé. Je m'en souviens parce que je continuais d'essayer de m'allonger complètement. Et Daniela n'arrêtait pas d'ajuster l'angle. « On a besoin que vous soyez un peu plus redressé », a-t-elle dit. « Ça aide vos poumons. Ça rend la respiration plus facile. » Je n'avais pas pensé à ma respiration. J'avais été tellement concentrée sur la lourdeur, la mâchoire, la nausée. Mais maintenant qu'elle le mentionnait, je réalisais que ma respiration était superficielle. Rapide, comme si je n'arrivais pas vraiment à remplir mes poumons complètement. L'autre secouriste, un jeune homme avec une barbe qui le faisait ressembler à mon petit-fils Benjamin, faisait des choses que je ne comprenais pas. Des fils, des moniteurs, des bips que j'essayais de ne pas penser. « Madame, a-t-il dit, j'ai besoin que vous essayiez de ralentir votre respiration. Vous pouvez faire ça pour moi ?» Ralentir ma respiration. Comme si c'était simple, comme si mon corps ne me criait pas que quelque chose n'allait pas, que j'étais en train de mourir, que je devrais paniquer. « Je ne peux pas, » ai-je dit. « Je ne peux pas. » Daniela a pris ma main. Ses doigts étaient chauds. « Stables. »« Écoutez-moi, » a-t-elle dit. « On va faire ça ensemble. » Inspirez par le nez pendant 4 temps. Retenez pendant 7. Expirez par la bouche pendant 8. Vous pouvez essayer ça avec moi? Elle a compté avec moi. Inspirez 2, 3, 4. Retenez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore et encore. Les premières fois, je n'y arrivais pas. Ma respiration n'arrêtait pas de s'accrocher, de vouloir s'accélérer. Mais Daniela n'a pas lâché ma main. Elle a juste continué à compter, calme et régulière, comme si elle avait tout le temps du monde. À la 4e fois, quelque chose a changé. La panique n'a pas disparu, mais elle s'est desserrée, a reculé, a fait de la place pour autre chose.
Je pouvais réfléchir à nouveau. Pas clairement, mais assez. C'est ça, dit Daniela. C'est ça. Vous vous débrouillez très bien. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce qu'elle m'enseignait avait un nom. La technique 4-7-8, développée par un médecin que je n'ai jamais rencontré pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec les crises cardiaques. Mais ça marche aussi pour les crises cardiaques, parce que la panique est son propre type de poison. Quand vous êtes terrifié, votre corps est inondé d'adrénaline. Votre cœur bat plus vite, votre tension artérielle monte en flèche. Toutes les choses qui vont déjà mal empirent. La respiration ne répare pas le caillot. Elle n'ouvre pas l'artère, mais elle calme la tempête autour de la crise. Elle dit à votre corps, on gère ça, on va bien. On peut s'en sortir. Je pense encore à ma mère, debout devant cette cuisinière, devenant très immobile. Est-ce que son cœur s'est emballé? Est-ce qu'elle a paniqué à l'intérieur tout en gardant son visage calme? Est-ce qu'elle a respiré de façon superficielle et rapide tout en prétendant que tout allait bien? Je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci, elle a géré ça seule. Elle l'a géré en silence. Et 3 jours plus tard, elle était morte parmi les tomates. Peut-être que si quelqu'un avait tenu sa main et compté avec elle, peut-être que si elle s'était laissée respirer à travers au lieu de passer outre, peut-être ou peut-être pas. Peut-être que rien n'aurait changé, mais j'y pense quand même. L'hôpital était lumineux, trop lumineux, le genre de lumière qui n'existe pas dans la nature, qui fait que tout semble surexposé et légèrement irréel. Ils m'ont roulé à travers des portes qui s'ouvraient toutes seules devant des visages qui se confondaient dans une salle où des gens attendaient déjà. Je me souviens que quelqu'un a dit « Veuve noire » et j'ai pensé « Quel nom terrible pour quoi que ce soit. Qui a décidé d'appeler ça comme ça ?» Je me souviens que quelqu'un d'autre a dit 92% et je n'ai pas compris ce que ça voulait dire jusqu'à plus tard. Je me souviens des dalles du plafond. Blanches, perforées. Le genre qu'il y a dans toutes les institutions, toutes les écoles, toutes les chambres d'hôpital où les gens sont allongés sur le dos et attendent de savoir s'ils vont vivre. Et je me souviens avoir pensé à Arthur. Je n'ai pas prononcé son nom à voix haute depuis des années. Des décennies, peut-être. Arthur, l'été 1904. Étrange, les choses qui vous viennent quand vous pensez que vous allez mourir. Pas Richard, avec qui j'ai été mariée 46 ans. Pas mes enfants, que j'ai élevés et nourris et pour qui je me suis inquiétée. Pas mes petits-enfants qui portent des morceaux de moi vers un avenir que je ne verrai peut-être pas. Arthur, il n'était pas à moi d'y penser. Il ne l'a jamais été. Mais il était là quand même, remontant du tiroir où je l'avais enfermé, demandant « As-tu vécu la vie que tu voulais? As-tu bien choisi? Me regrettes-tu ou regrettes-tu de m'avoir laissé partir ?» Je ne pouvais pas répondre. Pas alors. Pas maintenant. Certaines questions n'ont pas de réponse. Elles sont juste portées. L'intervention a pris moins d'1 heure. C'est ce qu'ils m'ont dit après. Moins d'1 heure pour enfiler un fil dans mon artère, trouver le caillot, ouvrir l'obstruction. Moins d'1 heure pour sauver une vie qu'il a fallu 83 ans pour construire. Quand je me suis réveillée, si on peut appeler ça se réveiller, cette remontée lente des profondeurs où il m'avait envoyé, Sarah était là, pas mes enfants, Sarah. La voisine qui habite 2 maisons plus loin, que je connaissais à peine il y a 1 an, qui maintenant s'assoit avec moi sur le perron et regarde sa fille faire ses devoirs à ma table de cuisine. « L'hôpital a appelé votre fille Léa », a-t-elle dit. « Elle est en route, mais je suis venue d'abord. J'espère que ça va. » J'ai essayé de dire quelque chose, mais ma gorge était sèche. Elle a tenu une tasse avec une paille contre mes lèvres, et j'ai bu, et l'eau était la meilleure chose que j'avais jamais goûtée. « Emma voulait venir », a dit Sarah. « Je lui ai dit que vous aviez besoin de repos, mais elle vous a fait une carte. Elle est dans mon sac. » Emma, cheveux blonds, 8 ans. Elle ne m'avait pas trouvée morte dans la cuisine après tout. Les jours suivants sont un flou de machines et de visiteurs et de médecins expliquant des choses que je ne comprenais qu'à moitié. Léa est arrivée en premier, puis David, puis Suzanne.
Il se relayait pour rester avec moi, parlant à voix basse devant ma porte de choses qu'il pensait que je n'entendais pas. Des emplois du temps, des arrangements, qui resteraient avec moi quand je rentrerais. Je faisais semblant de ne pas remarquer. Je les laissais gérer. J'étais trop fatiguée pour faire autre chose. Mais le 3e jour, quand la chambre était calme et que Léa était partie chercher un café, j'ai demandé à l'infirmière un stylo et du papier. Elle m'a apporté un petit bloc-notes avec le logo de l'hôpital dessus. J'ai écrit 4 choses. Appeler le 15 d'abord. Dire « crise cardiaque », mâcher l'aspirine, ne pas avaler, s'asseoir redressé, pas à plat, respirer, 4 inspirations, 7 retenir, 8 expirations. J'ai regardé cette liste pendant longtemps. 4 choses, des choses simples, des choses que j'aurais dû savoir avant ce mardi, des choses que ma mère n'a jamais su du tout. Voici ce que je veux que vous compreniez. Je n'ai pas survécu parce que j'étais courageuse. J'ai survécu grâce à une secouriste nommée Daniela qui a tenu ma main et compté. Grâce à une régulatrice dont je n'ai jamais appris le nom qui m'a gardée en mouvement vers la porte. Grâce à Richard qui a essayé de m'apprendre des choses que j'étais trop têtue pour apprendre jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Grâce à Emma que je ne voulais pas blesser. On ne survit pas seul. Même quand on est seul, on porte tous ceux qu'on n'a jamais aimés, tous ceux qui nous ont montré comment vivre. Et parfois, si on a de la chance, on en porte assez pour nous amener jusqu'au téléphone, jusqu'à la porte, jusqu'à l'ambulance, jusqu'au lendemain matin et celui d'après. Ils m'ont laissé rentrer un samedi. Léa a conduit. La banquette arrière de sa voiture était pleine de brochures qu'il m'avait données. Des calendriers de médicaments, des signes d'alerte, des numéros d'urgence. J'ai regardé par la fenêtre et regardé la ville défiler. La quincaillerie où Richard achetait des choses qu'il n'a jamais fini par utiliser. L'église où mes enfants ont été baptisés l'un après l'autre, 5 dimanches qui se confondent dans la mémoire. L'école primaire où Emma va, où je marche parfois pour la retrouver l'après-midi. Tout avait l'air pareil. Mais j'étais différente. Ou peut-être que je devenais enfin qui j'aurais dû être depuis le début. Quelqu'un qui demande de l'aide, quelqu'un qui n'attend pas, quelqu'un qui sait que survivre n'est pas une question d'être forte seule, c'est une question d'être prête à tendre la main avant de tomber. Ce soir-là, Sarah a amené Emma. La carte était dans mes mains avant même qu'Emma ait dit bonjour. Du papier de bricolage, plié de travers, couvert de cœurs et de fleurs au crayon. À l'intérieur, en lettres soignées qui penchaient légèrement vers la gauche, « Chère Madame Marguerite, s'il vous plaît, ne soyez plus malade. Vous me manquez. Avec amour, Emma. » J'ai tenu cette carte contre ma poitrine, la même poitrine où ils avaient passé un fil 3 jours avant, et j'ai pleuré. Pas des larmes tristes. Autre chose. Quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots. Emma était montée sur le canapé à côté de moi, faisant attention à ne rien bousculer. Elle n'a rien dit. Elle a juste appuyé son petit corps chaud contre mon bras et est restée là. Et j'ai pensé, ça, c'est pour ça qu'on appelle, c'est pour ça qu'on mâche l'aspirine et qu'on respire à travers la panique et qu'on laisse des étrangers mettre des fils dans votre cœur. Pas pour soi-même, pour ça. Le cardiologue qui m'a sauvé la vie était plus jeune que mon plus jeune enfant. Dr. Patel. Cheveux noirs, yeux gentils, une façon d'expliquer les choses qui vous faisait vous sentir comme la seule patiente qu'il avait jamais eue. Lors de ma visite de suivi, 3 semaines après l'hôpital, il s'est assis en face de moi dans son bureau et a dit quelque chose que je n'attendais pas. « Marguerite, vous avez fait presque tout correctement, mais je veux vous poser une question. » Avant ce mardi, aviez-vous un plan? Je n'ai pas compris la question. Un plan, a-t-il dit encore. Pour ce qu'il faut faire si ça arrivait. Où vous iriez? Ce que vous prendriez? Qui le saurait? J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi. Et la réponse était non. Je n'avais pas de plan. J'avais un vague sentiment que les crises cardiaques arrivaient aux autres. J'avais de l'aspirine dans un placard que je ne pouvais pas atteindre sans tabouret. J'avais un téléphone sur un comptoir qui semblait à des kilomètres quand mes bras avaient arrêté de fonctionner. Je
Je n'avais rien qui m'aurait aidé si les choses s'étaient passées différemment. La plupart des gens n'en ont pas, a dit le docteur Patel. Mais vous vivez seul et vous avez 83 ans. Alors je veux que vous en fassiez un. Je suis rentrée ce jour-là et je me suis tenue dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais failli mourir. La tasse de café bleu était de retour dans le placard. La table était propre, tout avait l'air normal. Mais je ne le regardais plus de la même façon. Je regardais les distances, de la table au téléphone, de la chambre à la porte d'entrée. Combien de pas, combien de secondes, combien de chances de tomber ou d'échouer ou d'oublier. J'ai commencé à faire des changements, petits au début. J'ai déplacé le téléphone du comptoir à la table où je prends mon petit déjeuner. J'en ai acheté un sans fil pour la chambre. J'ai mis de l'aspirine à 3 endroits, le tiroir de la cuisine, ma table de nuit et une petite boîte dans mon sac qui me rappelle Richard. J'ai écrit mes médicaments et allergies sur une fiche Bristol et je l'ai scotché à l'intérieur d'une porte de placard. J'ai dit à Léa où elle était. J'ai dit à Sarah aussi. Puis j'ai fait quelque chose de plus difficile. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée. Pas tout le temps. Je ne suis pas idiote. Mais chaque matin maintenant, quand je me réveille, je déverrouille le verrou. Parce que si ça arrive encore, et ça pourrait, ils m'ont dit que le risque ne disparaît pas, je veux que quelqu'un puisse me rejoindre. Je veux que les secours passent cette porte sans la défoncer. Je veux qu'Emma n'ait jamais à rester dehors, à frapper, à se demander pourquoi je ne réponds pas. C'est une petite chose. Un tour du poignet, mais ça m'a pris des semaines pour le faire régulièrement. Parce que déverrouiller la porte voulait dire admettre quelque chose que j'avais passé toute ma vie à éviter. Je ne suis pas en contrôle. Mon corps fera ce qu'il veut. Et la seule chose que je peux faire est de faciliter l'arrivée des secours. Ce n'est pas de la faiblesse. Je le sais maintenant. C'est juste être honnête sur le fait d'être humaine. À la réadaptation cardiaque, oui, on vous oblige à y aller, et oui, je m'en suis plainte. J'ai rencontré une femme nommée Dolores, 79 ans, a survécu à sa crise cardiaque 6 mois avant la mienne. Elle était sur le tapis de course à côté de moi, marchant au même rythme lent, toutes deux branchées sur des moniteurs comme si nous étions des astronautes au lieu de grand-mères. La première, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Ça devient plus facile, a-t-elle dit. Pas la peur, ça reste. Mais le reste, vivre autour de ça, ça devient plus facile. Je ne l'ai pas cru alors, mais je pense que oui maintenant. 6 mois ont passé depuis ce mardi. Je me réveille encore parfois à 3 heures du matin, le cœur battant, sûr que ça recommence. Je reste allongée là dans le noir et je compte mes respirations. 4 inspirations, 7 retenir, 8 expirations. Et finalement la panique se dessert et je me souviens que je suis encore là. Je ramène Emma de l'école à pied la plupart des jours, plus lentement qu'avant, mais je marche. Elle me tient la main pour traverser la rue maintenant, ce qu'elle ne faisait jamais avant. Je ne sais pas si Sarah lui a dit de le faire ou si elle a décidé toute seule. De toute façon, je la laisse faire. Mes enfants appellent plus souvent, pas parce que je l'ai demandé. Je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils comprennent enfin que je ne serai pas là pour toujours, que chaque appel téléphonique pourrait être le dernier. Je trouvais ça morbide avant. Maintenant, je trouve ça honnête. On devrait tous vivre comme si les gens qu'on aime pourraient ne pas répondre la prochaine fois. On devrait tous dire les choses qu'on garde pour plus tard. Il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Je garde cette liste que j'ai écrite à l'hôpital, le petit bloc-notes avec les 4 choses. Mais j'en ai ajouté une 5e, après ma conversation avec le docteur Patel. Faire un plan avant d'en avoir besoin. Elle est scotchée sur mon réfrigérateur maintenant, à côté de la carte d'Emma avec les cœurs de travers. Léa dit que c'est morbide. Je dis que c'est pratique. On n'est pas d'accord sur grand-chose, Léa et moi. Mais elle sait où est l'aspirine. Elle sait que la porte est déverrouillée. Elle sait quoi dire au secours si jamais elle reçoit un appel. C'est assez. C'est plus que ce que ma mère a jamais eu. Je pense à elle parfois. Debout devant cette cuisinière, devenant immobile, je me demande si elle savait.
Je me demande si elle a senti ce que j'ai senti et a juste décidé de ne pas le nommer. Je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci, je ne suis pas elle. Plus maintenant. J'ai demandé de l'aide. J'ai laissé des étrangers mettre leurs mains sur ma poitrine. J'ai laissé mes enfants me voir faible. J'ai laissé une petite fille me tenir la main comme si c'était moi qui avais besoin de protection. Et je suis encore là. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que j'ai finalement accepté d'arrêter de prétendre que je n'avais besoin de personne. C'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Juste ceci, si vous êtes assise quelque part seule, pensant que vous avez le temps, pensant que vous comprendrez quand vous en aurez besoin, n'attendez pas. Faites le plan, déplacez le téléphone, déverrouillez la porte, dites à quelqu'un où est l'aspirine. Faites-le aujourd'hui, faites-le maintenant, parce que mardi arrive pour nous tout un jour, et la seule question est si nous serons prêtes. Merci d'être resté avec moi. Si ces mots ont signifié quelque chose pour vous, je serai contente que vous restiez. Je serai là, la plupart des jours, juste à parler, juste à me souvenir. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Je laisserai la porte déverrouillée